Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a achevé ce samedi sa tournée de 72 heures dans la région de Tonki par un grand meeting à Danané. Avant cette étape, il était à l'université de Mans où il a annoncé le décaissement de 50 millions de francs CFA pour la relance de la formation des ingénieurs et l'ouverture des résidences universitaires. Le PS Gouv, le plan social du gouvernement est toujours en marche pour le bien-être des populations. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi, Mamadou Touré, a initié une rencontre avec les nouvelles recrues des guichets emploi jeunes et s'est imprégné de leurs conditions de travail. La lutte contre le cancer du sein s'accentue en Côte d'Ivoire. 1000 femmes seront dépistées à l'issue de la campagne initiée par l'ONG Ecomédia, le programme national de lutte contre le cancer et la Société de gynécologie et d'obstétrique. Première escale, la commune d'Abobo avec un message clé des seins sans cancer. Au Mali, 6 enseignants ont été enlevés hier vendredi par de présumés djihadistes dans la région de Mopti. Les assaillants armés ont par ailleurs mis le feu au matériel scolaire. Le gouvernement malien dénonce des attaques lâches et barbares. Des actions sont en cours pour obtenir la libération des enseignants kidnappés. Soyez les bienvenus sur RTI1. Les dernières pluies diluviennes ont laissé des séquelles à Grand Bassam, ancienne capitale ivoirienne. La ville historique, patrimoine mondial de l'UNESCO, a été durement frappée par les intempéries qui ont entraîné des inondations provoquées par une crue. Domiciles et artères ont été envahis par les eaux. Mais comment venir à bout de cette catastrophe naturelle pour soulager les Bassamois et surtout, quelle stratégie pour sauvegarder le patrimoine mondial? Pour nous répondre, nous avons invité Mme Anne Lemestre, la représentante du bureau UNESCO en Côte d'Ivoire. Bonsoir, Mme Anne Lemestre. Bonsoir, madame. Alors, c'est une question que tout le monde se pose depuis la survenue de ces inondations dans la ville historique. Vous avez certainement entendu cette question. Alors, que risque le patrimoine mondial de l'UNESCO? Y a-t-il menace d'inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril? Merci de cette question. En même temps, je serais bien dans l'impossibilité de vous répondre. Désolée, pas ce soir. Nous avons lancé cette semaine, avec le ministère de la Culture et de la Francophonie, une demande de mission d'urgence à Grand Bassam, d'experts, de manière à évaluer les dégâts. C'est seulement à l'issue de cette mission d'urgence. Qui va prendre combien de temps? On va en savoir davantage dans la page culture. Vous en saurez davantage tout à l'heure. Alors, ce sera dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Madame Anne Lemestre. Merci beaucoup. Vous restez pour le moment avec nous. On va se rendre dans la région de Tonki où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a achevé ce samedi sa tournée de 72 heures par un grand meeting à Danané. Et avant cette étape, il était à l'université de Mans où il a annoncé le décaissement de 50 millions de francs CFA pour la relance de la formation des ingénieurs et l'ouverture des résidences universitaires. Il a par ailleurs procédé à la mise sous tension du village de Guiépleu. Alexis Traogo sur place. Un amphithéâtre plein à craquer. Ce samedi, le chef du gouvernement est à l'université de Mans. L'institution compte quelques milliers d'étudiants dans les secteurs des mines, géologie, énergie et technologie. C'est la seule université de Côte d'Ivoire qui respecte le calendrier académique. Depuis notre ouverture en 2016-2017, nous avons respecté le calendrier académique. 2017-2018, nous allons encore respecter notre calendrier académique. Amadou Gon Coulibaly salue les résultats de l'université et l'excellence de son fonctionnement. Il a surtout invité les étudiants au travail bien fait. Je suis fier. Je suis fier d'avoir en face de moi des jeunes qui ont décidé donc de travailler. Mais également quand on me dit la discipline qui est la vôtre, la tenue dans laquelle vous venez à l'université, qu'il n'y a pas de syndicat ici pour perturber l'école, que vous êtes en dialogue permanent avec vos autorités pour régler les problèmes. Je suis encore plus fier de vous. Avec ce que je viens d'écouter et d'entendre et de voir ici à Mans, je sens la naissance de l'Ivoirien nouveau. Bonne nouvelle pour l'université, le déblocage d'une enveloppe de 50 millions de francs CFA pour la reprise des cours des étudiants ingénieurs en énergie.
Mieux, le chef du gouvernement annonce pour bientôt l'ouverture de la résidence universitaire. On ne peut pas concevoir un campus universitaire sans cité universitaire. Alors, je veux prendre ici l'engagement devant vous, puisqu'on m'a dit que là, il n'y a pas de problème budgétaire, c'est un problème de trésorerie. Nous travaillerons à régler ce problème pour que les travaux reprennent et que dans 45 à 60 jours, nous ayons la cité universitaire qui soit ouverte. La visite a été aussi l'occasion de planting d'arbres et d'inspection du restaurant de l'institution flambant neuf. Cap sur le village de Guillepleu, les populations ici reçoivent l'électricité. Depuis que je suis né, c'est la première fois qu'il y a eu l'électricité dans mon village. Et je suis le premier chef à avoir ce courant dans le village. Amadou Gon Coulibaly réaffirme la volonté du chef de l'État d'améliorer la condition de vie des populations. Aujourd'hui, c'est la mise sous tension. C'est donner de l'électricité donc, au village de Guillepleu, un village qui compte environ 905 habitants. Donc c'est la mise en œuvre du programme social du gouvernement, puisque le chef de l'État a décidé que tous les villages de plus de 500 habitants soient électrifiés. Sur le chemin de son grand meeting de Danané, escale à Sangouiné pour communier avec les populations, une population sortie nombreuse dans toute sa diversité. Et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a multiplié les activités dans la région de Tonkpi, a également rencontré la chefferie de la sous-préfecture de Bonnet. Les têtes couronnées ont été invitées à promouvoir la paix dans leur localité. Le chef du gouvernement a en outre procédé à l'ouverture de la vanne en vue de raccorder au réseau d'eau potable une dizaine de villages de Bonnet. C'est dans le département de Mans, comme nous le rapporte Herman Guivi. Bienvenue à Bonnet, 22 km de Mans. Une ambiance des grands jours règne dans le village. Il reçoit un invité de marque, le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Opportunité pour le Premier ministre d'échanger avec la chefferie traditionnelle et de rassurer sur l'engagement du gouvernement à œuvrer pour le développement. Les liens entre nous et les fils du Tonkpi et les filles du Tonkpi sont des liens qui sont donc anciens et que nous devons continuer d'enrichir. C'est le message que le président m'a demandé donc de vous passer. Oui, concernant le développement, n'ayez pas donc de soucis. C'est notre travail. Nous travaillerons donc tous les jours pour que demain soit toujours meilleur à aujourd'hui. Qu'après-demain, vous soyez toujours encore mieux que hier. Ça, c'est notre travail. Vous pouvez faire confiance à l'équipe mise en place par le chef de l'État et au chef de l'État lui-même, qui guide cette équipe pour que nous améliorons au quotidien vos conditions de vie et vos conditions d'existence. Mais pour cela aussi, il faut que notre pays soit en paix et que la cohésion sociale dans notre pays soit forte. Puis cap sur la place publique où les populations attendent d'être les témoins privilégiés de l'ouverture des vannes, un geste qui leur permettra de bénéficier désormais de l'adduction en eau potable. Je suis un Premier ministre très heureux et ce bonheur est également le bonheur du président de la République. Et je suis heureux de voir que tous les jours que Dieu fait, nous posons donc des actes concrets qui vont dans le sens des orientations qui ont été données par le chef de l'État. Tout ça, ce sont des actes posés au quotidien pour améliorer les conditions de vie des populations. Oui, nous agissons. Le président Alassane Ouattara agit. Son gouvernement agit. Il y en a qui peuvent parler, mais nous agissons. De l'eau incolore, inodore et sans saveur coule désormais à volonté dans les foyers de Bonnet pour le grand bonheur des populations. L'adduction en eau potable, en électricité, le PS-Gouv, le plan social du gouvernement est toujours en marche pour le bien-être des populations. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi, Mamadou Touré, a initié une rencontre avec les nouvelles recrues des guichets emploi jeunes. Il s'est imprégné de leurs conditions de travail.
2 mois après leur recrutement, les 402 assistants conseillers et points focaux des mairies à charge d'accueillir et d'informer les demandeurs d'emploi dans les guichets emploi échangent avec le ministre de tutelle. Mamadou Touré est venu s'enquérir de leurs conditions de travail. Manque d'équipements et d'infrastructures, analphabétisation des jeunes en quête d'emploi dans certaines régions, autant de difficultés auxquelles sont confrontés les assistants conseillers et les points focaux des mairies. Les conditions de travail sont vraiment difficiles. Nous sommes confrontés à un problème de retard, ce qui nous empêche de pouvoir apporter les données à temps à la direction régionale pour que les données soient traitées par les personnes de ressources. Nous ne sommes pas découragés par rapport aux difficultés que nous rencontrons parce que, mine de rien, nous arrivons à travailler. Nous voyons que ce qui est en train d'être fait porte du fruit, donc il n'y a pas de raison de se décourager. Malgré les difficultés, la mission tient ses promesses. De quoi réjouir le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Je note avec satisfaction que les guichets emploi, qui sont quand même une nouveauté dans notre pays, sont opérationnels et sont à même d'accueillir les jeunes dans le cadre des programmes que nous allons lancer. Maintenant, ce que nous avons comme retour donc des assistants conseillers, c'est des points d'amélioration pour faciliter l'accès des jeunes aux différents programmes et ces points d'amélioration seront pris en compte. Le ministre invite les jeunes à s'approcher des guichets emploi afin de bénéficier des différentes opportunités d'emploi mises à leur disposition par le programme social du gouvernement. Le gouvernement a mobilisé les opportunités. Sur un objectif de 500 000 opportunités, nous avons quand même pu mobiliser à ce jour 346 000 opportunités, je dis pour les stages, pour les TIMO. Et il faut que les jeunes viennent saisir les opportunités que le gouvernement est en train de mobiliser pour eux avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Au total, 201 assistants conseillers et 201 points focaux ont pris part à cette rencontre. Les guichets emploi offrent 5000 opportunités d'emploi et de stage à tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Ce reportage a été réalisé pour vous par Christelle Bédéga et Ouattara Amadou Walter. L'éducation figure aussi au programme social du gouvernement. La préoccupation des parents d'élèves du lycée d'excellence de Grand Bassam, la ville historique, a été prise en compte. L'internat de cette école d'excellence vient d'être ouvert pour faciliter les conditions d'hébergement et d'encadrement des apprenants admis dans cet établissement. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a procédé à l'ouverture officielle du site, comme nous le rapporte Mama Traoré. Parcourir de longues distances pour certains ou encore trouver une famille d'accueil aux enfants pour d'autres, ces difficultés vécues par les parents d'élèves du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam font désormais partie du passé avec l'ouverture de l'internat de la dite école. Les 280 élèves de cet établissement de référence sont désormais hébergés sur place afin de leur faciliter l'apprentissage. J'ai voulu être là moi-même pour accueillir ces enfants qui rentrent pour la première fois à l'internat et je suis sûr que pour la très grande majorité d'entre eux, c'est la première fois qu'ils vont quitter leur famille, leurs parents, papa et maman, pour vivre dans un autre environnement pendant 9 mois. Donc je voulais être là pour rassurer les parents, pour dire aux parents que nous les prenons en charge à partir d'aujourd'hui. J'ai voulu être là pour dire à ces enfants que nous sommes tellement fiers de leur parcours que nous sommes là pour les accueillir. C'est une façon pour nous de les féliciter pour ce qu'ils ont fait déjà, mais c'est une façon aussi pour nous de les encourager à poursuivre sur la même lancée. Toutes les commodités de l'école désormais fonctionnelles, la ministre de l'Éducation nationale invite les apprenants à redoubler d'efforts pour être à la hauteur de la vocation promise à cette école. Au nom du chef de l'État, Kandia Camara a remis un kit d'hébergement à chaque pensionnaire du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Et les élèves de l'IMPT ont aussi le sourire. La fondation Didier Droba vient de leur offrir du matériel informatique. Le matériel a été réceptionné par l'école militaire préparatoire technique. Un don composé essentiellement d'ordinateurs et d'imprimantes pour le bonheur des pensionnaires de l'établissement. On en sait plus avec Abou Sanogo. C'est un projet numérique qui prend forme aujourd'hui grâce aux fondations Didier Drogba et IPON.
Une salle informatique comprenant 10 ordinateurs équipés de logiciels d'aide à la maîtrise du digital. Une imprimante et l'accès à Internet mis à la disposition de l'école militaire préparatoire technique de Bincheville. Les élèves et le corps enseignant de cet établissement sont désormais outillés pour mieux appréhender l'univers du numérique. Une volonté manifeste pour soutenir l'école militaire préparatoire technique dans sa quête de l'éducation dans un enseignement de qualité. Investir dans l'éducation de la jeunesse, c'est investir pour des nations fortes et émergentes. Vous montrez à la jeune génération la voie à suivre, car vous avez été des exemples de réussite dans le sport. Chers élèves, vous venez de recevoir du matériel informatique de très haute technologie. Cette salle augmente la capacité numérique de votre école. Sachez en faire un bon usage et surtout veillez à son entretien. Le monde d'aujourd'hui et le monde de demain ne se fera pas sans le numérique. Et il est important que nos jeunes frères s'imprègnent de ces moments très importants qui peuvent changer le cours de l'histoire. Et aujourd'hui, je veux avec vous célébrer une fois de plus l'excellence en vous apportant ces équipements. Avec ce matériel, ces élèves peuvent désormais joindre efficacement la pratique à la théorie et accéder à un enseignement plus efficient. Les fondations Didier Drogba et Hippon, qui ne sont pas à leurs premières actions, entendent vulgariser la distribution de dons didactiques et informatiques dans les écoles qui font de l'excellence leur cheval de bataille. Voilà, on ne finit jamais donc d'apprendre. Les préfets de région, les maires, les conseils régionaux et les gouverneurs des districts autonomes repartent à l'école. Vous allez le voir, ils sont en formation du côté de Yamoussoukro. C'est un renforcement de capacité en matière de collecte et d'utilisation des ressources publiques. On en sait plus avec notre reporter Charles Tatou de RTI Boaké. La mobilisation constatée quant aux élections locales traduit le grand espoir des populations fondées sur les collectivités territoriales en vue du développement de leurs différentes localités. Les travaux de cette session de formation, initiée par la Cour des comptes, visent donc à sensibiliser préfets de région, gouverneurs des districts autonomes, conseils régionaux et maires des communes à la collecte et la bonne utilisation des ressources publiques. Je suis venu apprendre, n'est-ce pas, pour pouvoir être une bonne gestionnaire. Je fais ça à l'école de la Cour des comptes, pour être ami avec la Cour des comptes, de telle sorte qu'en fin de mandat, rien ne me soit reproché et que la Cour des comptes soit fière, n'est-ce pas, du bilan d'une femme à la tête d'une région. Ces travaux de Yamoussoukro se tiennent sous la présidence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, représenté par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly. À l'ouverture donc de ces travaux, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Diakité Sidiki, a exhorté les participants à faire preuve de bonne gestion dans leur rôle de tutelle à l'échelle locale. La poursuite de notre politique de décentralisation est une volonté déjà affirmée du président de la République. Mais cette politique de poursuite de la politique de décentralisation va aussi s'appuyer sur les acquis de votre gestion. Plusieurs communications ont été faites par des experts de la Cour et des services de l'État compétents à la matière. Des communications pour expliquer les différents aspects du contrôle qu'exerce la Cour aux élus locaux et aux préfets de région. Les lignes bougent effectivement dans le secteur des collectivités territoriales. Le ministre de la Ville, François Michel, a reçu une délégation d'une entreprise qui est leader mondial du mobilier urbain. Au menu des échanges, un projet d'embellissement par la publicité des communes du district d'Abidjan. Et 3 axes majeurs sont contenus dans cette offre, notamment l'assainissement de l'affichage publicitaire et une organisation de l'occupation de l'espace par les commerçants. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Je vous propose de repartir à Mans, dans la région de Tonkou, où la question de l'autonomisation de la femme est au cœur d'un partage d'expérience entre les femmes entrepreneurs de cette ville et la délégation de l'UE Magic Tour, qui était composée notamment des membres du groupe Zouglou Magic System. Le témoignage d'Issa Tchonoyeo. Après Boafli, Bono, Daloa,
Bangolo, 4e étape de l'UE Magic Tour. Ici, l'éducation est mise en valeur. L'école Magic System est le lieu indiqué pour sensibiliser la population. Le savoir est le seul gage de l'avenir pour chacun de nos enfants. Et surtout pour nous-mêmes, pourquoi pas? Parce que avoir un enfant aujourd'hui, comme on dit en Afrique, c'est avoir quelque chose en banque. Parce que c'est avec la réussite des enfants que certains parents aspirent à un bien-être. Cette école est une expression de plusieurs valeurs, mais aussi autre chose. Parce qu'aujourd'hui, on a eu un accueil de nouveau fantastique. Soyons honnêtes, les gens ne viennent pas parce que je suis dans les bus. Ils viennent parce qu'il y a tous les artistes qu'ils adorent, les artistes ivoiriens, d'une richesse culturelle extraordinaire. Et tous ces artistes-là défendent eux-mêmes les valeurs. Cette étape terminée, cap sur la ville de Mans, capitale de la région des 18 montagnes. Ici, un accent particulier est mis sur l'autonomisation des femmes. Je ne suis pas partie à l'école. Nous, les femmes de Mans, on dépend des maniocs. Il y a une réunion des femmes, c'est ces femmes qui font les ouvriers à Mans. Région à forte potentialité touristique, la délégation de l'UE Magic Tour profite pour faire un safari de quelques sites, notamment la forêt classée de Guéple avec ses signes sacrés et les cascades. En tant que gouvernement, nous sommes très heureux de cette initiative, dont sûrement nous tirerons les dividendes. Ça montre donc que la Côte d'Ivoire est un pays en sécurité, qu'on peut circuler librement, on peut aussi visiter ce pays et que l'Union européenne nous permette de faire découvrir les merveilles, la réalité et le quotidien des Ivoiriens. Je pense que le gouvernement ne peut que s'en réjouir et dire merci pour cette bonne collaboration entre les institutions. À Mans, la question du réchauffement climatique ne passe pas sous silence. Un planting d'arbres est organisé pour permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver sa verdure naturelle en forêt. Comme dans toutes les étapes, un spectacle est offert à la population. Noëlla Rico, en KDK. C'est lui qui est devenu notre guide musulman au quartier. Quand il se lève matin, nous on ne peut plus respirer. Allez, cigarette, toi! La drogue n'est pas bon. Allez, boisson, toi! Donc, matin, quand nous on voit Ablo, on change de route. TNT, Yabongolova. Et Safaren Obiang font chanter et vibrer de nombreux publics. Et dans le domaine de la santé, la lutte contre le cancer du sein s'accentue dans notre pays. 1000 femmes seront dépistées à l'issue de la campagne initiée par l'ONG Ecomédia, le programme national de lutte contre le cancer et la Société de gynécologie et d'obstétrique. Première escale, la commune d'Abobo, avec un message de sensibilisation des seins sans cancer, reportage signé Grace Kando. En Côte d'Ivoire, 1223 femmes meurent du cancer du sein chaque année sur 2248 nouveaux cas diagnostiqués. Selon l'ONG Ecomédia, les efforts doivent s'orienter vers la prévention, d'où l'intérêt de cette campagne de dépistage gratuit à l'endroit des femmes de la commune d'Abobo. Je suis venue me faire dépister. Comme ils ont parlé à la télé, on a vu, donc on dit on va venir là, ils vont nous regarder. Maintenant, s'il y a quelque chose qui peut nous aider, pour nous soigner, on dit ça va. C'est vraiment important pour une femme de se faire dépister, pour prévenir autant vite la maladie pour pouvoir guérir. Je salue l'initiative, l'ONG Ecomédia pour ce qu'elle fait pour la population. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui n'étaient pas informées de la nécessité de l'autopalpation. Et avec les conseils, elles sont de plus en plus informées. Nous avons dépisté certains cas de masse, de nodules aussi dans les seins et on les réfère vers des centres spécialisés pour des analyses. 1000 femmes sont concernées par cette campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit à Abobo. Débuté le 22 mars pour s'achever ce 26 octobre, l'ONG Ecomédia a déjà visité plusieurs communes, Trècheville, Makori, Port-Boué et Yopougon, avec pour objectif le dépistage de 5000 femmes. Médecins sans cancer, c'est un peu le symbole de l'hôpital qui va vers les patients. Et à travers la campagne Médecins sans cancer, nous voulons promouvoir le dépistage précoce, sensibiliser les femmes, se faire dépister plus tôt, mais surtout les rassurer que le cancer du sein ne tue pas. Plus tôt cette maladie est dépistée, on en guérit. La campagne de dépistage et de sensibilisation du cancer du sein, initiée par l'ONG Ecomédia en partenariat avec le Programme national de lutte contre le cancer et la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire, est à sa 3e édition.
Voilà, stop donc au cancer du sein en Côte d'Ivoire. Sur la scène politique à présent, la JRGN, la jeunesse renaissante du Grand Nord, a procédé récemment à une rencontre avec ses membres. C'était dans la commune d'Agamé et de Cocody pour exprimer sa reconnaissance au président de la République pour tous les actes posés en faveur du développement et de la stabilité du pays. Ahmed Traoré, Ouattara de Walter. La jeunesse pour la renaissance du Grand Nord, JRGN, a témoigné sa reconnaissance au président de la République, ce pour les nombreux projets dont elle a bénéficié. Des actions essentiellement orientées vers les secteurs de l'eau, de l'électricité, de la santé et de l'éducation. La JRGN soutient toutes les actions du président de la République, son gouvernement, toutes les institutions de la République. Elle adhère à la vision de paix, de tolérance, du développement de notre beau pays. Nous soutenons le président Ouattara et nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, sommes prêts à l'accompagner dans son ambitieux projet de faire de la Côte d'Ivoire une nation. La jeunesse pour la reconnaissance du Grand Nord soutient les institutions de la République. Dans cette vision, elle annonce un grand événement pour les jours à venir. La présente rencontre a été mise à profit par la JRGN pour appeler les Ivoiriens à davantage consolider la paix et la cohésion sociale. Après une visite avec les jeunes du RHDP, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire était face à la jeunesse des partis politiques et le président du CNJCI, Emmanuel Nguessan Edima, a invité toute la jeunesse des partis politiques à adhérer à la caravane nationale des jeunes pour la paix et la cohésion sociale. Astou Touré. Pour le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI, il est temps de rassembler la jeunesse des partis politiques du Côte d'Ivoire. Emmanuel Nguessan Edima et sa délégation ont donc initié une caravane pour la paix prévue pour le mois de novembre. En prélude de cette tournée, il a exhorté les leaders des organisations politiques à adhérer à cette caravane nationale pour la paix et la cohésion sociale. L'environnement dans lequel nous nous situons aujourd'hui appelle de notre part, en tant que premier responsable de la jeunesse ivoirienne, à prendre nos responsabilités pour engager l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire sur la voie de la paix, sur la voie de la cohésion. C'est pourquoi, après avoir rencontré la jeunesse du RHDP, aujourd'hui nous sommes dans la jeunesse du FPI, pour leur demander de nous accompagner dans la caravane qui va sillonner les 122 départements de Côte d'Ivoire, y compris le district d'Abidjan, à l'effet de parler de paix et de cohésion sociale. La jeunesse représente 77% de la population. Maillon essentiel dans le développement du pays, il est donc important de la sensibiliser afin de promouvoir les idéaux de paix. Cette initiative du CNJCI est bien appréciée par les leaders d'organisations de jeunesse de partis politiques. Il n'y a que la paix qui peut garantir un avenir meilleur à nous, jeunes. Et donc, c'est une nécessité qu'on marche dans cette ligne et nous nous tenons prêts à répondre à toutes les invitations de la jeunesse, à répondre à toutes les invitations là où on parlera de paix et de cohésion pour que la Côte d'Ivoire reste dans une stabilité à longue durée. Créé en 2017 sous la tutelle du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI, œuvre pour la promotion et l'insertion socio-professionnelle des jeunes de Côte d'Ivoire. À l'étranger, au Mali, 6 enseignants ont été enlevés hier vendredi par de présumés djihadistes dans la région de Mopti. Les assaillants armés ont par ailleurs mis le feu au matériel scolaire. Le gouvernement malien dénonce des attaques lâches et barbares. Des actions sont en cours pour obtenir la libération des enseignants kidnappés. Des tours opérateurs brésiliens sont en Côte d'Ivoire pour une mission de prospection. À l'initiative de Côte d'Ivoire Tourisme, les professionnels du secteur touristique sont venus identifier les centres d'intérêt en Côte d'Ivoire. Ils ont une semaine pour voir les merveilles de notre pays. Serge Colia. Des tours opérateurs brésiliens en Côte d'Ivoire pour s'imprégner des potentialités touristiques du pays. Ce voyage s'inscrit dans le cadre du programme Sublime Côte d'Ivoire du ministère du Tourisme. Première escale, les réceptifs hôteliers UP de la ville d'Abidjan. Découverte du cacao ivoirien et du café
chez des chocolatiers de renommée. Le cap est ensuite mis sur la ville historique de Grand Bassam. Les Brésiliens ont foulé le sol de la cour royale de Moussou. Ils ont été accueillis par le roi et ses sujets avant d'être instruits sur l'histoire de ce peuple. Pour le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, Jean-Marie Sommet, c'est un édique tour destiné à des professionnels du tourisme et à des hommes de médias venus du Brésil. Vous invitez les Brésiliens, ce n'est pas pour leur présenter des plages. Ils ont les plus belles plages, c'est la culture. C'est un retour aux sources. Vous faites en sorte de les familiariser à ce qui s'est passé historiquement. Donc un tourisme mémoriel, un tourisme culturel, un tourisme artisanal que vous mettez en avant. Ce sont ces trois types de tourisme que vous mettez en avant pour qu'ils apprécient et surtout qu'ils relaient l'information au niveau du Brésil. Le roi a ensuite ouvert le musée du royaume à ses invités. Le programme de ce Édique Tour part d'Abidjan pour s'achever à Korogo en passant par Grand Bassam, Assini, Yamoussoukro et Boaké. Voilà, avec le tourisme, on a trouvé la bonne transition pour parler à présent culture dans ce 20h. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. On vous retrouve, Madame Anne Lemestre. Je rappelle que vous êtes la représentante du bureau UNESCO à Abidjan. Alors, vous étiez en visite dernièrement à Grand Bassam après les récentes pluies diluviennes. Et votre commentaire donc sur ce que vous avez vu, quel est votre sentiment après ces inondations qui ont frappé la ville historique? Écoutez, pendant cette visite, c'est plutôt un sentiment de désolation que nous avons ressenti avec toute mon équipe, parce que de voir que tant d'habitants, je crois 4400 personnes ont été forcées de quitter leurs habitations et relogées par la municipalité dans 3 centres d'hébergement. Ils ont été obligés de partir. Nous avons discuté avec certaines mamans qui témoignaient qu'elles avaient eu de l'eau en fait jusqu'à la hauteur de poitrine. Donc elles ont eu peur pour elles-mêmes, pour leurs enfants. Les enfants avaient perdu leur kit scolaire, etc. Mais en même temps, je dois dire que je dois saluer toute la mobilisation, toute la solidarité qu'il y a eu autour de cet événement. Solidarité gouvernementale, des ONG, les Nations Unies. Je crois que tout le monde s'est mobilisé pour pouvoir venir au secours des sinistrés. Et collaboration également UNESCO avec les autorités locales et partant donc du gouvernement ivoirien. Bien Alors, sûr. on va revivre ensemble ce moment de votre visite dans la ville historique de Grand Bassam avec notre reporter Salima Toudi. On va regarder, on en rediscute par la suite. Le patrimoine mondial de l'UNESCO a les pieds dans l'eau depuis une dizaine de jours. La ville historique de Grand Bassam a reçu la visite d'une délégation de l'UNESCO sur les sites inondés. Face aux dégâts, l'UNESCO souhaite déclencher des fonds d'urgence pour faire intervenir une mission d'évaluation de manière à prendre des mesures conservatoires. Toutefois, la situation n'a aucun impact sur l'inscription de la ville historique de Grand Bassam au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour pallier la situation qui n'est pas une première, l'élaboration d'un plan de prévention des risques et de gestion des catastrophes est envisagée avec les autorités compétentes. La délégation a exprimé sa solidarité envers les populations et a apporté son soutien aux autorités. Voilà, vous avez touché donc du doigt la réalité vécue par les populations. Alors, comment évaluez-vous donc les dommages à l'issue de votre mission? C'est encore un petit peu prématuré de le dire, parce que je ne vous cache pas que vous avez vu que nous ne pouvions pas vraiment circuler facilement et nous pouvions marcher, mais avec des bottes, des bateaux. Et avec le bateau, malheureusement, nous n'avons pas pu rentrer dans certaines maisons qui, comme par exemple la maison Ganamé, est extrêmement fragile. Elle n'a plus d'habitants depuis plusieurs années et de ce fait, elle est particulièrement vulnérable. Donc, nous n'avons pas pu rentrer à l'intérieur. Nous voulions avoir un coup d'œil sur les structures. Ça n'a pas été possible. Vous donnez un peu de temps encore pour faire cette évaluation? Alors, on se donne un petit peu de temps et c'est pour ça que, dans le cadre des fonds d'urgence, nous avons demandé à ce qu'une mission d'experts vienne ici pour pouvoir évaluer l'ensemble des dégâts. Nous étions encore hier matin avec le ministre de la Culture et toute son équipe pour pouvoir définir les profils
de tous ces experts, ingénieurs en structure, conservation du bâti, hydrologues, etc., de manière à pouvoir vraiment prendre toute la mesure des dégâts. Et puis surtout de savoir quand va se faire cette mission. C'est une mission qui durera une semaine environ et nous aimerions la faire la plus vite possible, mais il est vrai que nous devons attendre la décrue des eaux et un temps de séchage nécessaire pour pouvoir mesurer les dégâts. D'accord. Alors, avant donc de mesurer ces dégâts, on l'a vu, hein, le Grand Bassam a subi d'énormes dégâts. Il y a eu impact non seulement sur le patrimoine bâti, mais sur l'ensemble de la vie culturelle. Par exemple, vous le savez, la célébration de la Bissa, fête traditionnelle de la communauté Nzima, a été reportée. Alors, quelles sont les mesures urgentes, si vous pouvez le dévoiler ici, que l'UNESCO prévoit de prendre à la suite de cette catastrophe naturelle? Oui, nous avons regretté que le festival de la Bissa, qui est tellement important pour la communauté Nzima, ait été reporté, mais il va avoir lieu du 3 au 17, donc nous nous en réjouissons. Parmi ces mesures, si vous voulez, ce que nous souhaitons faire, bien sûr, nous prendrons des mesures urgentes de consolidation qui seront certainement nécessaires. Et puis, d'autre part, nous souhaitons aussi anticiper. Ce que nous souhaitons, c'est établir avec les autorités, avec le ministère de la Culture, un plan de prévention et de gestion des catastrophes, parce que vous savez que dans un contexte de changement climatique, nous avons là maintenant une crue décennale, je crois que la dernière était en 2003, de cette nature, de cette ampleur, mais il est possible que des événements climatiques assez forts se répètent au fil du temps, et par conséquent, il faut être préparé. Et ça, nous souhaitons mettre ce composant dans le plan de gestion que nous allons de fait réviser. Et puis nous souhaitons aussi identifier les besoins en gestion, parce que ce plan de gestion, il faudra le mettre en œuvre avec la municipalité, avec le ministère de la Culture, à différents donc avec le gouvernement ivoirien. Donc il faudra voir dans quelle mesure former tout le monde à être préparé. Et ce fonds d'urgence pour le patrimoine de l'UNESCO, on sait, il existe. La ville historique de Grand Bassam, bien sûr, va en bénéficier. Bien sûr, la ville de Grand Bassam va en bénéficier et j'espère bien que sur la base de ces fonds d'urgence qui vont être déclenchés, nous pourrons, dans la vague d'émotions, je dirais, dans laquelle nous sommes, déclencher d'autres financements qui seront pour des investissements plus structurants et dont nous avons besoin pour rénover Grand Bassam. D'accord. Alors, le secteur de l'éducation dans la ville historique a été aussi touché par ces inondations. On a l'exemple de l'école 3 et 4. Alors, que prévoit de faire l'UNESCO, puisque l'éducation est l'un de votre mandat, fait partie aussi de votre mandat? Merci de cette question, oui. Et effectivement, lorsque nous voyons les images ici, lorsque nous avons été voir les écoles 3 et 4, nous avons vu qu'elles avaient été vidées de tous les jeunes qui étaient là et qu'il y avait quand même 40 cm d'eau, donc c'était vraiment impraticable. La cour d'école ressemblait plus à un lac qu'autre chose. Mais nous avons appris par la municipalité que tous les enfants avaient été repris dans les autres écoles de Grand Bassam, donc à notre grand soulagement, et beaucoup de kits scolaires leur avaient été distribués. Néanmoins, nous souhaitons profiter aussi de cette mission d'urgence pour pouvoir évaluer les dégâts qu'il y a eu dans les écoles. Et éventuellement, nous avons un autre fonds d'urgence pour l'éducation et éventuellement déclencher cet autre fonds d'urgence de manière peut-être à réhabiliter les écoles et en tout cas à fournir l'équipement et les kits scolaires nécessaires. Je vais revenir sur cette question introductive. Oui. Alors, question à laquelle peut-être vous ne voulez pas répondre, mais j'espère que vous allez répondre à cette question. Quelles sont les conditions, je reformule autrement, quelles sont les conditions pour qu'un bien soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial? En péril? Il n'y a pas de conditions strictes, mais je vais dire que c'est plutôt l'évaluation d'un péril imminent qui mettrait en cause la valeur universelle exceptionnelle du bien. Si nos experts estiment qu'il y a un péril imminent et qu'il faut prendre toutes les mesures urgemment,
là, dans ces cas-là, le site est inscrit sur la liste en péril. Donc, il faut encore une mission d'experts pour arriver à cette conclusion. Désolée, et on espère que Grand Bassam va éviter cette inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril. Alors, on va terminer par cette dernière question. Que peut rapporter à l'État parti, ou si vous voulez, à la Côte d'Ivoire, un bien inscrit comme la ville historique de Grand Bassam sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO? Écoutez, plusieurs choses. Bon, d'abord, avoir un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c'est un grand prestige international, beaucoup de visibilité. Vous faites partie d'un réseau d'anges gardiens qui sauvent les plus grande beauté de la planète. Je crois qu'il n'y a pas plus grande fierté. C'est aussi un élément légitime de fierté, je crois, pour les Ivoiriens, d'avoir un site inscrit bien sûr, sur la liste du patrimoine mondial. Et c'est pour nous une grande joie aussi de cette reconnaissance. Ça permet de révéler le patrimoine à ses habitants, on va dire. Mais sinon, expertise technique de la part de l'UNESCO, Fonds du patrimoine mondial et Fonds d'urgence. Merci beaucoup, Madame Anne Lemestre, d'avoir répondu à nos questions et surtout de nous avoir éclairé sur la stratégie pour la sauvegarde de la ville historique de Grand Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO. Je rappelle que vous êtes la représentante de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Alors, Grand Bassam, première capitale de Côte d'Ivoire, reste un exemple urbain colonial. La ville historique est patrimoine mondial de l'UNESCO et vous le savez depuis 2012, un patrimoine donc à regarder, à sauvegarder, vous l'avez entendu, pour l'humanité. L'humanité qui reste séduite par le village des pêcheurs africains de Nzima et par l'architecture coloniale qui dévoile toute la beauté de la ville historique. À demain 20h.